question de l'égalité et surtout des violences faites aux femmes, et puis principalement encore des violences faites aux jeunes, aux personnes et aux personnes LGBTQIA+. Et donc, c'est une grande émotion, honnêtement, une très grande émotion, et un grand honneur de pouvoir laisser la parole à mes collègues, Thomas Humbert et Olivier Garnier-Brun, qui vont vous présenter avec bien plus de détails tout ce qui a été réalisé ces 2 dernières années. Bonjour, bon, vous allez bien? Nous venons un peu chaud, on a prévu quelque chose qui n'est pas très écolo, mais vous avez quand même une bouteille d'eau dans le petit sac, ça vous évitera de vous lever ou autre. Et comme ça, vous pourrez vous déshydrater et nous, on sera soulagés de savoir. Ouais, vous serez hydraté. Déshydraté, pardon. Pour commencer, on va rentrer un peu dans ce travail avec quelques éléments de contexte et des partenaires avec lesquels on travaille au quotidien. Et donc, on a l'immense honneur et la chance d'avoir Anne-Christine Maïster, qui, je pense, va se présenter elle-même et va vous préciser un peu le travail de la Fondation au regard des territoires d'outre-mer. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très contente d'être là. J'ai vraiment hâte, du coup, de voir le résultat de ce travail que nous sommes très heureuses d'avoir fini. Donc, la Fondation des femmes, c'est la Fondation de référence en France pour les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. C'est une fondation qui récolte des femmes du grand public, à la différence de beaucoup d'autres fondations. Et notre travail à nous, c'est d'essayer d'identifier les projets les plus impactants, les projets qui nous paraissent les plus transformateurs et qui ont besoin surtout le plus de soutien pour pouvoir se développer et se mettre en place. La manière dont nous travaillons, c'est comme vous le voyez ici à la Cité des Cieux, nous essayons au maximum de travailler avec nos partenaires associatifs, d'être y compris voilà, dans les mêmes locaux, dans les mêmes bureaux, et de pouvoir travailler ensemble, d'imaginer aussi ensemble des dispositifs que la Fondation des femmes pouvait financer et des associations pouvaient mettre en place, étant donné que ce sont les associations qui ont vraiment la connaissance à la fois des sujets, du terrain et des personnes et des partenaires divers et variés. En ce qui concerne les territoires d'outre-mer, la Fondation des femmes essaye à chaque fois qu'elle le peut d'avoir une vigilance, d'être très attentive en fait à ces territoires-là lorsque nous choisissons les projets. Donc, il y a 2 appels à projets par an. Il y a Ophélie qui est là dans la salle et qui examine ces projets 2 fois par an. Au moment de l'été, c'est le grand prix de la Fondation des femmes, donc c'est quand même un peu plus important. Et ça va être des grands prix, puis enfin, c'est ce qu'on appelle les petits prix. Et à chaque fois, on reçoit beaucoup de candidatures, et à chaque fois, on étudie avec beaucoup d'attention les différents projets, mais c'est vrai qu'on a un regard particulier sur ces territoires-là. Le dernier appel à projet, on a reçu 160 candidatures et une poignée seulement des femmes, je ne sais pas, on était sur 3-4 projets voilà, qui viennent du territoire d'outre-mer, qui, à mon avis, n'est pas à analyser comme étant uniquement le fait que ce sont des territoires sur lesquels il n'y a pas forcément énormément d'acteurs, mais plutôt le fait que ces acteurs et ces actrices ne nous connaissent pas, et le fait aussi qu'on ne les connaît pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que nous, on aime beaucoup travailler en réseau et auprès de nos partenaires, comme ici à la Cité d'Assieuse, et l'éloignement géographique est un réel frein justement à ces liens-là. Et en parlant d'éloignement géographique, d'ailleurs, c'est un frein, mais ça peut être aussi, il faut toujours essayer de faire, à la Fondation des femmes, on essaie de faire ça, de toujours essayer de voir le bon côté des choses. Et d'ailleurs, à l'origine de ce projet, je crois qu'il y a des discussions qu'on a eues avec Thomas. C'était pendant le confinement et on discutait de la manière dont on pouvait aider le chat dans l'aventure à avoir des plages ouvertes beaucoup plus, des plages de réponse sur le chat beaucoup plus amples. Et en brainstormant sur comment on pourrait faire pour travailler la nuit, on s'est dit, mais quand nous on dort, on avait des petites idées, et en fait, on s'est dit, mais ce serait merveilleux si on pouvait faire que les situations des unes complètent les situations des autres. Et peut-être qu'en travaillant avec les territoires d'outre-mer, ça pourrait nous permettre non seulement de faire en sorte qu'il y ait des acteurs et des actrices qui localement puissent répondre aussi aux problématiques locales avec des spécificités aussi culturelles différentes, mais aussi que ces territoires-là puissent nous enrichir et y compris puissent nous aider à répondre aux femmes en France, donc que ça aille dans les deux sens, aux femmes, aux enfants et aux jeunes lors de plages horaires où elles sont debout et réveillées.
Donc, c'est dans une relation finalement d'égal à égal où chacun et chacune apporte à l'autre. Pour finir, on dit que c'est des territoires, nous, ce qu'on peut voir, c'est des territoires qui sont difficilement, on ne peut pas du tout les englober. En fait, il y a vraiment des problématiques différentes. J'ai regardé l'enseignement en termes de places d'hébergement financées par l'État et places d'hébergement manquantes. On passe de territoires dans lesquels, par rapport à la Convention d'Istanbul, on n'est pas si mal, finalement, comme la Guyane ou la Guadeloupe. Alors, il en manque, parce qu'il y a très peu de territoires qui ont encore respecté la Convention d'Istanbul, mais on est 13e et 19e rang du département français. Et par contre, quand on passe à la Réunion, alors là, on est numéro 79. Voilà. Donc, ça fait vraiment partie des territoires où il y a des manques énormes. Il y a 121 places d'hébergement financées à la Réunion. Donc, on est vraiment sur des différentiels très importants, ne serait-ce qu'en termes de dispositifs qu'il faudrait aider à déployer sur place. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire. En tout cas, voilà, je ne suis pas une grande spécialiste de ces territoires, y compris parce que malheureusement, je n'ai pas la chance d'être suffisamment en lien et de pouvoir, mais on apprend tous les ans auprès des associations qu'on aide là-bas, parce qu'on en aide quand même pas mal. Et je vais d'ailleurs cet été aller visiter une association qui nous a proposé de déployer sur place une des relais, donc en Polynésie, c'est un autre territoire encore. Et donc, je suis très enthousiaste de voir à nouveau les associations qui peuvent s'emparer d'outils de la Fondation des femmes et les déployer par elles-mêmes, à leur manière, avec leurs partenaires sur place. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je suis sûre que ça va être très bien. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Pour compléter un peu ce regard que nous a apporté Anne-Cécile, en tant que fondation, le nom de la fondation, on voudrait amener aussi un regard un peu plus terrain, qui peut nous préciser quelques éléments de contexte, mais je vous demande d'accueillir chaleureusement Clémence Pajot, la directrice générale de la Fédération nationale de alors, le CIDFF, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui ont été créés pour les premiers en France, en métropole, il y a 50 ans. Alors, dans les territoires d'outre-mer, on est présent depuis moins longtemps, mais quand même, depuis les années 80, je crois, en Guyane. Et puis, le dernier mot des centres d'information, on est à Mayotte. Donc, on est présent sur 4 territoires d'outre-mer, en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte et en Polynésie française. Donc, notre première mission, c'est l'accès aux droits, faciliter l'accès aux droits des femmes. Et c'est vrai que sur ces territoires, on cumule finalement les difficultés, les problématiques, qui sont des problématiques géographiques, des problématiques économiques, des problématiques sociales, et donc avec un cumul finalement des difficultés de handicap qu'on peut retrouver dans finalement les situations des publics que l'on accompagne. Donc, notre premier outil, c'est l'accès au droit. Donc, nos équipes, elles sont composées avant tout de juristes, mais aussi de psychologues, de conseillers en insertion professionnelle, d'assistantes sociales. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près, je crois, 4 000 femmes qui sont informées sur les 4 territoires, dont à peu près 20% de femmes victimes de violences sexuelles. Et c'est vrai que notre difficulté, c'est de toucher finalement les femmes les plus jeunes et les femmes les plus âgées, les femmes en situation de handicap. On a une très grande majorité de femmes qui sont en situation monoparentale, de femmes qui sont en difficulté sociale, mais pas seulement. Donc, c'est le de RSA des fois plus élevé sur ces territoires. Et donc, un des facteurs de vulnérabilité, c'est l'absence d'autonomie de ces femmes. Donc, il y a un enjeu d'accès au droit qui est extrêmement important. Il faut aller au-devant de ces publics, notamment des femmes qui sont les plus isolées. Imaginez, en Guyane, c'est à travers une pirogue itinérante que l'on va au-devant de ces publics dans les territoires qui sont accessibles que par voie fluviale ou par voie aérienne. Donc, grâce à un super qualifié, on a pu développer toute cette permanence comme ça, une pirogue qui soit par mois, à sélectionner tous les territoires. En Polynésie française, c'est encore une autre problématique géographique. Il faut, avec cette multitude d'archipels. Alors moi, je suis jamais allée sur visiter les PDFL, j'ai fait une chose il y a 2 ans. Donc, je n'ai pas encore eu cette chance-là. Donc, je pense qu'on a aussi vraiment besoin d'aller sur ces territoires pour comprendre et pour vivre en fait ces réalités-là. Je sais qu'en Polynésie, le CIDFF s'appuie sur un réseau de femmes référentes
qui va informer sur chacun des archipels au plus près donc, des femmes, donc faire le plus possible, et qui va également relayer vers le CNDFL. Donc il y a cet enjeu vraiment d'aller vers le public, qui est extrêmement important. On a quand même 40% des femmes issues de la ruralité qui viennent nous voir, donc on sait que voilà, c'est un public majoritaire chez nous. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important. Donc je dirais que les enjeux ne vont pas être trop longues, c'est des enjeux d'aller vers. On parle beaucoup du dernier kilomètre, mais enfin là-bas, ce n'est pas le dernier kilomètre, hein, c'est souvent les 50, 100, 200 derniers kilomètres pour atteindre les publics les plus isolés. Il y a un enjeu vraiment autour de l'autonomie économique parce qu'on sait que c'est un enjeu dans la séparation extrêmement important. Hein, on sait que sur ces territoires, les grossesses précoces sont beaucoup plus nombreuses. Les femmes je crois que c'est un quart des femmes qui ont des enfants avant 20 ans. Les femmes en situation monoparentale sont beaucoup plus nombreuses aussi. Donc, il y a ces enjeux économiques qui sont prégnants sur lesquels il faut aussi travailler pour permettre à ces femmes victimes de violences de pouvoir développer une pleine autonomie totalement séparée. Puis, il y a des enjeux d'hébergement que tu as cités, Cécile. C'est qu'à Papette, on a mis 500 d'hébergement. Il y a des enjeux de langue. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir, il y a certains de ces publics qui ne parlent pas français, donc il faut pouvoir s'adresser dans les langues locales. Donc ça, c'est un sujet aussi sur lequel on travaille. Les facteurs de vulnérabilité dont j'ai parlé, y compris les publics en situation de handicap, les femmes en situation de handicap, qui doivent être une priorité. Voilà, donc c'est des sujets sur lesquels on travaille. Il y a le aller vers, il y a aussi la prévention. Il y a aussi pas mal de prévention auprès des publics jeunes, mais pas seulement. Je sais par exemple, à Mayotte, il y a eu le CIDFF a porté un projet de road trip avec des motards. Elles sont avec des motards, elles sont allées au contact des publics. Il faut innover, il faut inventer parce que les réalités, il faut s'adapter aux réalités locales. Et merci beaucoup pour le travail que vous avez réalisé. Moi, j'ai vraiment hâte de lire votre étude parce que je sais que vous avez beaucoup à apprendre. Et je pense qu'il faut qu'effectivement, on arrive à travailler ensemble pour répondre le mieux possible aux besoins de ces publics en articulant nos actions. Et peut-être, je sais qu'on en reparlera après. Voilà, c'est pour nous, en tout cas, avec des perspectives vraiment réjouissantes. Merci pour votre travail. Merci beaucoup, Clément. Pour finir sur les éléments de contexte, on n'aurait pas pu faire cette. Alors, on ne parle pas d'études parce que ça me paraît. Le champ d'études est quand même assez complexe et ambitieux, mais on va parler d'une belle enquête. Et on n'aurait pas pu faire cette enquête sans parler et évoquer le travail magnifique qu'avait fait le CESE en 2017. C'est un rapport qui était sorti. Et on a la chance d'avoir avec nous Inès Bouchon, c'est bien cela. Bouchon, désolé pour la faute de prononciation, présidente du groupe Outre-mer pour le CESE, et donc qui va nous dire un petit mot à l'instant. S'il vous plaît, merci beaucoup de l'accueillir. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation, puisque effectivement c'est une occasion pour nous déjà de parler des Outre-mer, aussi de partager ce moment pour découvrir aussi les travaux qui ont été menés. Vous dire qu'aujourd'hui, je suis avec ma collègue Sarah Moussine, qui est donc de Mayotte, et également avec l'administratrice de notre délégation, Catherine Berti, qui fait aussi un travail remarquable au sein de notre délégation. Alors, quand on parle des Outre-mer, c'est 11 territoires situés sur 3 océans, donc l'océan Pacifique, l'océan Atlantique et l'océan Indien. Et donc, notre délégation au Guadeloupe du Conseil économique s'est beaucoup investi sur la question des violences faites aux femmes. C'est donc ce rapport qui a été rendu et pour lequel donc, deux rapporteurs ont aussi fait un travail remarquable, donc Madame Ernestine René et également Dominique Rivière de l'île de la Réunion. Principalement parce que justement, la Réunion a un taux très élevé, supérieur à celui de la métropole, et également la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Donc, ce rapport qui a été rendu a justement conduit le Conseil économique à faire un déplacement en Nouvelle-Calédonie pour justement mieux comprendre les problématiques des Outre-mer sur les territoires qui sont isolés
Et donc, partant de là, plus de moyens sont mis en place sur ces questions. En tout cas, ce rapport nous a permis de faire un diagnostic, de mettre en place, en tout cas, nous avons pu mettre en place cette préconisation de ce rapport, eh bien, le réseau de délégués régionaux et départementaux qui sont aujourd'hui des relais pour travailler, et c'est ainsi que nous pourrons aussi tisser des liens pour aller de l'avant. Nous considérons également que l'éducation est essentielle, ceux pour lesquels donc, la délégation s'est saisie d'un sujet sur l'éducation sexuelle, parce que malgré tout, pour enlever ce phénomène, malgré tout, il faut que les jeunes soient aussi sensibilisés. Voilà, donc j'attends en tout cas avec impatience et j'ai hâte de découvrir vos travaux. Et j'espère en tout cas à l'avenir que nous puissions tisser des liens, garder le contact pour que nous puissions faire avancer justement ce phénomène. Merci à vous. Alors, je vais rappeler quelques petits éléments de contexte. À 10h30, on a fini. À 10h, c'est bien prévu. Tout est chronométré. Je voulais quand même vous préciser qu'on ne va pas vous retenir jusqu'à 13h non plus. Effectivement, parfois, ça démarre d'une discussion dans un salon, des idées, des hypothèses. Parfois, on a des sollicitations, notamment de lieux qu'on ne connaissait pas. Moi, j'ai découvert Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et d'un seul coup, de cette hypothèse naissent une idée de projet, naissent des rencontres, et de ces rencontres naissent une première étude, enquête, qui effectivement va nous engager, j'espère, sur l'avenir avec l'ensemble des partenaires qui sont ici présents, mais bien d'autres également. Nous, on s'est donc engagé avec l'association à faire ce beau travail. Donc, je commencerai par des remerciements et je laisserai la parole ensuite à Aurélie, mais il nous semble nécessaire avant tout de valoriser les gens sans qui ce travail n'aurait pas pu se faire. Tout d'abord, on va remercier nos partenaires, parce que sans eux, on n'aurait pas eu moyen de pouvoir engager ce début de travail et d'initier. Donc, on remercie la Fondation Chanel, la Fondation des Femmes, la Fondation Raja Daniel Marcovici et le ministère des Outre-mer. Ils ont cru en ce projet, et encore une fois, ceci n'est que la première étape du projet. On remercie aussi l'équipe d'En Avant Toutes. Je sais que c'est un peu tôt pour faire le remerciement, mais bon, on ne serait pas grand-chose sans notre belle équipe et valeureuse équipe. Donc, Nadine Koumendi, RL Palin, décidément, j'ai des problèmes de prononciation avec les noms aujourd'hui. Anna Lelièvre, qui est ici aussi, et Angela, ainsi que Amandine Chevy. Et donc, je voudrais les remercier parce que sans elles, le rapport n'aurait pas pu être fait, mis en page de telle manière. Franchement, on est assez fiers de cette mise en page. Bravo, encore une fois, Angela, d'avoir travaillé si tard dimanche. Et pour finir, je voudrais juste évoquer la singularité avec laquelle on a pensé ce rapport. C'est la singularité qui est un peu la signature d'En Avant Toutes. C'est-à-dire qu'En Avant Toutes propose une réponse sociale professionnelle, mais toujours en marge des standards de la communication institutionnelle. Et si je vous dis ça, c'est communiquer de façon différente, c'est aussi comprendre le public avec lequel vous allez chercher à aller vers. Et c'est ça, on parlait du aller vers tout à l'heure, et c'est donc comprendre les spécificités quand on travaille avec les personnes LGBTQIA+, on ne peut pas faire la même communication que si on travaille pour les femmes victimes de violence, que pour les mineurs. Chacune a ses codes, et donc il faut pouvoir aller chercher ces codes-là, les comprendre et donner à voir pour rassurer le public, et ensuite se dire, ah ben oui, cette association, cette structure, en fait, je peux l'identifier. Et donc à partir de là, on a toujours eu dans notre cœur la volonté de faire de la recherche, d'aller à la recherche de la connaissance, produire de la connaissance pour pouvoir avoir les bons éléments de langage qui donnent envie de croire à la possibilité aux victimes de s'en sortir. Et pour ça, on adapte nos éléments de langage. Et donc, c'était un peu comme une évidence de se dire, bah oui, si on travaille avec les territoires ultramarins, on ne peut pas le faire avec cette vision un peu globalisée qu'on aurait. Et pour ça, et cette vision hexagonale, et pour ça, il me semblait essentiel et évident de partir non pas d'une idée qui serait émergée du salon et de se dire allez, on y va, on embauche des gens là-bas, mais plutôt de partir d'un constat partagé avec les structures des territoires concernés. Sauf que c'est vaste, 11 structures, des décalages horaires, etc. Vous allez voir, c'était toute une aventure. On n'a pas réussi, on n'a pas réussi à tout faire correctement comme on le souhaitait, mais on a réussi à amener, je pense, assez de savoir partagé qu'aujourd'hui on va vous présenter. Et pour ça, rien de tel que notre... Et oui, je vais présenter l'association, mais pour que ça avance un petit peu plus vite, rien de tel que Aurélie qui a mené tout ce beau travail avec son équipe et qui vous présentera l'ensemble
l'ensemble des fiches pratiques qu'on a fait par territoire. Pour finir, je vais présenter l'association. Vous connaissez plus ou moins l'association aujourd'hui, ou j'espère. En tout cas, en avant-tout, c'est une association qui a plus de 10 ans, qui travaille sur 2 angles. Le premier, lutte pour la fin des violences, et on lutte pour l'égalité également, l'égalité femmes-hommes, l'égalité des genres. Et pour cela, on a mis en place un dispositif d'écoute à l'écrit. On a inventé l'écoute à l'écrit, c'est-à-dire comment on répond à l'écrit, mais il ne s'agit pas de répondre comme un chatbot pourrait répondre, malgré la nouvelle intelligence artificielle. Il s'agit de répondre avec des affinités, savoir lire entre les lignes, comprendre les inattendus ou les attendus, pouvoir aider à prendre conscience. Et donc tout ça, c'est un travail qui s'appelle l'écoute à l'écrit, et c'est un travail orchestré par des professionnels du social, des psychologues, des juristes, des assistantes ou éducatrices sociales. On valorise le travail social en avant tout. Les gens sont payés pour travailler, c'est essentiel. Nous ne sommes pas un dispositif d'écoute qui fait ça bénévolement. Voilà. Donc pour nous, pareil, si on travaille avec cette idée de pouvoir aller sur les territoires d'Arma, ce ne sera pas un travail gratuit, un travail qui doit être valorisé, accueillir la parole, orienter et permettre de sortir des violences. C'est un travail conséquent, difficile, délicat qui doit être entamé. La deuxième chose, on a un service de prévention qui fait à 2 niveaux, le aller vers numérique et le terrain. Le aller vers numérique, vous l'aurez compris, c'est l'articulation entre les spécificités des publics et ce qu'on va traduire en communication pour qu'ils et elles se sentent un peu plus en harmonie avec cette élément de communication pour venir discuter sur le chat. Donc, les réseaux sociaux, les influenceuses, le travail que font nos équipes merveilleuses là-dessus, et le travail de terrain, la prévention, qui est beaucoup d'associations réclament le fait qu'il faut continuer à faire de la prévention malgré les budgets en berne. Et donc, nous sommes aussi une association qui allons dans les écoles, qui allons dans les collèges, lycées, auprès des entreprises, auprès d'acteurs associatifs, catholiques, pour former. Où on peut former. Je trouve que la prévention, c'est un peu ce qui harmonise l'ensemble des associations féministes, et se dire ensemble, on a un combat commun, celui de l'égalité, et malheureusement, c'est un peu le parent pauvre souvent de la prévention. Donc, on le dit, on le dira encore haut et fort. Mais voilà, je pense que j'en ai assez dit aujourd'hui. En plus de nos 17 000 descriptions de chat que j'avais oublié, je te laisse la parole, Aurélie, pour nous présenter ce beau projet. Merci beaucoup Thomas, bonjour à toutes et tous, je suis Aurélie Garnier-Brun, la directrice du développement de l'association, et je suis ravie de vous présenter rapidement la méthodologie qu'on a employée pour ce rapport. En effet, comme on l'a dit, on parle des Outre-mer, et en fait il y a autant d'Outre-mer que de territoires ultramarins, parce que c'est des territoires qui certes ont des grands points communs sur leur vulnérabilité, notamment face aux violences, mais qui sont aussi extrêmement uniques et ont leur propre spécificité. Et donc, c'est ça qu'on a voulu aussi aller chercher, plutôt que d'avoir une approche très thématique, d'avoir une approche la plus spécifique et détaillée possible. On a voulu regarder les chiffres, et c'est vrai que les chiffres, c'est pas forcément évident. Déjà parce qu'il n'en existe pas beaucoup. Et ensuite, quand ils existent, on sait que c'est des chiffres qui viennent des institutions, qui peuvent venir de la justice. Et on sait tous et toutes ici que les chiffres de la justice, c'est la partie émergée de l'iceberg des violences, donc ce n'est pas représentatif de tout ce qui peut se passer sur le terrain. Pour pallier à cette approche quantitative qui est importante mais difficile, on a vraiment voulu miser sur du qualitatif. Et comment on a fait du qualitatif? On est à la rencontre des associations de terrain. Donc on a mené une quarantaine d'entretiens avec 23 structures de nature différente. Sur 9 des 11 territoires, vous verrez, il y a des territoires qu'on n'a pas réussi à approcher. Nous, en parallèle, l'association, on a réalisé 126 chats depuis 2020 de personnes qui sont venues nous voir étant originaires de différents territoires d'outre-mer. Donc, ça nous a permis aussi d'analyser ces données écrites et de voir comment on pouvait ressortir les spécificités de ce que vivaient les personnes en outre-mer sur le chat. Et on a prêté une forte attention à avoir une approche horizontale du partage de savoir avec les outre-mer, du contexte historique, du contexte économique, etc., se jouent des enjeux de pouvoir, et c'est à nous aussi d'y prêter extrêmement attention dans l'approche qu'on choisit pour entrer en contact avec elles et travailler ensemble. Je vous lis une citation du CEVIC, le Centre d'écoute pour l'élimination des violences intrafamiliales. Je pense que vous faites très bien d'aborder ça comme vous le faites, parce que souvent les choses nous arrivent de manière descendante, avec souvent cette logique de déploiement dans des espaces où il ne viendrait d'ailleurs même pas à l'idée d'ouvrir une antenne. Vous faites très bien de prendre des précautions d'usage pour intégrer des subtilités identitaires.
C'est une donnée très forte. On voulait savoir, quand on parle de diversité des territoires d'outre-mer, elle est là aussi. Diversité géographique des territoires avec des tailles très variables, situées dans des endroits du monde très divers également. Par souci d'exhaustivité et pour ne pas vous libérer à 13h, justement, on a décidé de faire un focus sur certains territoires. Donc, ils ne seront pas tous représentés, mais vous verrez dans les synthèses des rapports que vous avez dans les tote bags, tout est beaucoup plus en détail territoire par territoire. Et on va du coup commencer par la zone océan Indien. Donc, du coup, la zone océan Indien regroupe deux territoires différents, Mayotte et La Réunion. Ça a été difficile aussi parce qu'on est sur un horaire qui est peut-être facilitant pour nous, mais ça n'est pas du tout pour certains territoires d'outre-mer. Donc, sachez qu'on est en train d'enregistrer cette restitution pour la rediffuser avec nos partenaires et qu'on a aussi essayé de leur demander des témoignages vidéo. Donc, certains territoires sont illustrés par des témoignages vidéo des associations qu'on est allé interroger parce qu'il faut savoir faire preuve d'innovation et d'outils différents quand on travaille avec parfois 12 heures de décalage horaire. Rapidement, on va commencer par la Réunion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tiers de la population de la Réunion a moins de 20 ans. Ça, c'est une donnée démographique importante. Dans la plupart des territoires d'outre-mer, la population est beaucoup plus jeune. À Mayotte, par exemple, 50% de la population a moins de 20 ans, là où l'âge médian en France, c'est 39 ans. Donc, extrêmement différent. Et pourquoi c'est important? Parce que les jeunes sont particulièrement vulnérables aux violences. Donc, c'est un fort impact de ces territoires. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les langues parlées sont nombreuses. Systématiquement sur les territoires, le français n'est pas la seule langue parlée, ce qui nous amène aussi à réfléchir à comment est-ce qu'on peut accompagner des personnes qui ne sont pas forcément avec le français comme première langue. On a essayé de mesurer l'accès au numérique de chaque territoire avec l'optique du déploiement du chat et de voir comment aussi le numérique peut être une solution innovante face à l'ampleur des enjeux de violence, et notamment parce que juste un titre est lié à la géographie. Souvent, les territoires d'outre-mer ont des géographies assez particulières, déjà parce que c'est des îles et donc des volcans, et parce que typiquement pour la Réunion, on voit ces mythes qui disent dichotomie, c'est-à-dire qu'il y a la zone des hauts en haut du volcan, et la zone des bas autour du littoral qui là est beaucoup plus dotée en structure, etc. Donc ça crée aussi des enjeux d'accessibilité sur les territoires. Donc là, on va porter un regard spécifique sur l'île de la Réunion. Nous avons une petite vidéo sur Mayotte, mais on ne va pas pouvoir vous montrer les 11 territoires. C'est bien là la petite précision. C'est pour vous montrer un peu la méthodologie, comment elle est respectée par profil de territoire. Vous aurez à la fois une présentation des spécificités territoriales, donc des constats, et ensuite, au regard de nous, nos expertises, la question jeunesse, la question numérique et la question LGBT+. Vous aurez dans le rapport les recommandations de ces territoires qu'on n'aura pas le temps d'aborder, parce que bien évidemment, c'est conséquent en termes de données et de temps de développement. Voilà. Super. Alors, merci Thomas. Sur la Réunion, on a pu contacter 4 structures, dont l'association Horizon, qui est spécialisée sur les publics LGBTQIA+. Ces entretiens nous ont permis de faire remonter des grands constats. Le premier, c'est qu'on est sur une évolution sociale forte sur la question des violences, avec une augmentation énorme des plaintes depuis ces 20 dernières années, notamment avec des effets, par exemple, dernièrement du Grenelle, qui a vraiment permis aussi d'ouvrir la conversation. Ce qu'on constate aussi, c'est que on est face à des professionnels à bout de souffle, avec souvent des services d'écoute sociale qui sont en tension. Je vous lis ici la citation d'une association. Tout le service public dans sa globalité est en souffrance. Heureusement qu'on a des gens formidables qui portent à bout de bras ces différents dispositifs, mais ça on le voit dans tout le sanitaire et social, et je vous inclus dedans. On est à la limite de ce qu'on peut donner, des gens qui sont au bord du burn-out. Donc il y a vraiment un enjeu aussi sur la renfort de cette structure. Comme on a vu, les besoins sont de plus en plus grands, les personnes parlent de plus en plus des violences qu'elles vivent, et pourtant, les moyens restent insuffisants aujourd'hui. Ce qu'on observe aussi, c'est le rapport à la langue.
C'est très intéressant. Il y a un sociologue qui nous a remonté que la langue, c'est souvent la langue de l'émotion. Et comme les violences touchent à l'intime, souvent quand les victimes sont amenées à parler de ce qu'elles vivent, c'est pas en français qu'elles le font. Et on vous a notamment remonté que c'est un enjeu dans les institutions où il faut souvent aller en panique dans le couloir, aller chercher un traducteur qui parle la langue. Donc c'est aussi un enjeu à avoir en tête quand on agit sur ces territoires. Et là aussi un facteur qui est très lié à l'histoire de la Réunion, qui est sur le rapport de la cultivation de la canne à sucre et donc du coup des alcools comme le rhum. On est sur une inégalité des politiques publiques en termes de santé, avec l'enjeu de l'alcool qui, on le sait, est un facteur d'augmentation de 12 à 16 fois sur le risque de violence. Et pourtant, l'alcool n'est pas du tout taxé pareil dans les Outre-mer et en France hexagonale. Pour vous dire, ça c'est des propos qui ont été rapportés par le docteur David Mété du CHU de La Réunion. Un hectolitre de spiritueux, c'est 40 € en Outre-mer pour 578 € en Hexagone. Donc, ça vous laisse aussi avoir à quel point c'est des populations qui sont plus vulnérables sur l'exposition aux violences. Ce qui a existé pour cette synthèse du rapport, c'est de toujours remettre, nous, nos 3 axes thématiques de spécialités d'expertise en avant toutes, à savoir le numérique, les jeunes et les personnes LGBTQIA+, et de voir à travers ces 3 prismes comment on peut répondre à l'enjeu des violences avec le chat comment on s'aime.fr en ayant pris en compte ces constats spécifiques, comme on vient de le faire juste avant. Le numérique permet d'aller vers les victimes, donc c'est un peu le mot qui revient parce qu'il est extrêmement important, notamment comme on a dit tout à l'heure, des territoires qui sont souvent morcelés et qui laissent des personnes très isolées. En créant aussi de l'anonymat, en effet, l'insularité du territoire peut créer une forte sensation d'interconnaissance, c'est-à-dire qu'on a peur de parler parce que ça va se savoir. Là, je vous lis un extrait du chat commencem.fr, donc une victime que nous, on a pu accompagner depuis nous, le policier. Je ne peux pas aller à des endroits près de chez moi, je ne peux pas aller à des endroits de ma ville. Mes parents connaissent beaucoup de gens connaissent mes parents. Et tôt ou tard, ils vont savoir que j'ai contacté une association où je suis partie là-bas. Ils vont le savoir, je ne vais jamais pouvoir avoir d'aide sans que mes parents le sachent. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est le numérique, le chat commencé, on peut se connecter de son téléphone discrètement dans le bus et ça permet d'avoir un rapport à l'anonymat et à la confidentialité qui est quand même extrêmement important. Et le numérique permet aussi de renforcer les actions des associations, notamment pour être innovant et aller créer, par exemple, cet anniversaire numérique ou pas d'ailleurs. On sait que à La Réunion, il y a une initiative innovante d'aller vers qui a été mise en place par la CIVIL, justement, d'un bus qui est mené par le CEVIC et l'association Handicap Solidaire pour faire des tours de l'île et pour sensibiliser les jeunes aux violences sexuelles et sexuelles et à l'inceste. Donc, du coup, le numérique permet aussi d'aller au-delà de cet anniversaire civique. En termes de spécificité jeunes, le chat commencé pourrait proposer une prise en charge spécifique pour les jeunes. On sait qu'il est en a besoin, c'est pour ça que l'association existe. Et il nous a été remonté par le planning familial que le public accompagné se rajeunit de plus en plus. Et pourtant, il existe peu de structures qui sont faites pour les jeunes. Et sur l'enjeu des personnes LGBTQIA+, pour permettre une écoute confidentielle. Là, il y a une référence, le feu ne prend pas sur nous en créole, ça fait référence à l'incendie du seul centre dédié aux personnes LGBTQIA+, sur le territoire de La Réunion en février 2023, cette année, et qui est un rappel malheureux que même si les sociétés évoluent, il reste encore des tabous qui rend la possibilité de parler plus difficile, d'où le besoin d'espaces particulièrement anonymes et particulièrement sécurisés. Pour résumer tout ça, rien de tel que la parole du terrain pour évaluer la pertinence de notre dispositif de chat. Une association, le CEVIC, témoigne, le chat serait un plus pour nous car notre non-présence sur les réseaux sociaux n'aide pas à accéder aux jeunes, mais ce sont des terrains qui sont chronophages et il faudrait du temps, de l'expertise et des ressources humaines.
L'utilisation des réseaux sociaux pourrait ainsi être une meilleure façon de s'adresser aux jeunes, d'où l'intérêt d'une collaboration avec En Avant. Merci pour cette présentation de la réunion. Donc, vous allez voir, sur la synthèse, vous avez une présentation par fiche territoire, comme ça, avec des recommandations. Nous avons l'immense honneur d'avoir M. Durand avec nous, qui a eu la possibilité de faire une réunion publique de 3 semaines de la réunion, et donc peut-être nous dire un mot sur ce qu'il en ressort, en tout cas, de regard de spécificité que vous abordez dans votre travail. Merci d'accueillir M. Durand. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous permettre de parler de notre déplacement à Saint-Denis et Saint-Pierre de la Réunion il y a une semaine maintenant. On allait à la Martinique à la fin du mois de janvier. Bravo pour ce travail, la présentation que vous en faites. Il y a un pont qui se fait en avant-tout et la Civise, c'est Anna Lelièvre qui maintenant était chez vous et est rapporteur à la Civise. Lorsque la Civise a été créée pour créer cet espace de témoignage pour les victimes de violences sexuelles dans l'enfance, le gouvernement nous a demandé d'avoir une attention particulière pour les Outre-mer. Je me suis demandé ce que ça voulait dire. Et vous y avez répondu dans toutes ces prises de parole introductives. C'est à la fois de penser les spécificités sociologiques, économiques, territoriales, et en même temps la diversité entre tous ces territoires. Il ne faut pas englober dans une différenciation qui les éloigne de nous encore plus. Ce qui m'a marqué à la Réunion, c'est ce proverbe sur l'inceste. Celui qui a planté le pommier a le droit de goûter la première pomme. Mais on a entendu le même à la Martinique. Quand on élève une jument, c'est pas pour la laisser monter par l'officier. Et dans nos 25 000 témoignages, jour après jour, et bien que les personnes vivent à la Martinique ou à Saint-Denis, ou à Mulhouse, ou à Papeete, on entend les mêmes stratégies de l'agresseur et les mêmes stratégies d'appropriation. Ce qui m'a marqué à la Réunion, c'est des témoignages extrêmement puissants, extrêmement douloureux, et aussi des personnes qui venaient de partout en France et qui venaient trouver refuge à la Réunion. Parce que on voit ça dans tous les territoires, mais c'est vrai que c'est renforcé par l'insularité. L'agresseur et le réseau de l'agresseur trouvent toujours le moyen de maintenir une emprise sur les victimes, même 40 ans après les violences. Alors on change de nom, on change de prénom, et parfois on déménage à 3000 km. L'insularité était plus marquée encore à la Martinique, parce que les mesures judiciaires de contrainte sont extrêmement difficiles à faire appliquer. Si bien que même quand il y a un contrôle judiciaire, avec une interdiction d'entrer en contact avec la victime, on a entendu ça la semaine dernière à la Réunion aussi bien, et bien la victime continue d'être le voisin, la voisine de l'agresseur, qui reste le propriétaire de la maison. Et donc, il y a toujours un système d'emprise. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, l'avant-dernière, c'est que l'alcool, c'est un désinhibiteur. L'alcool, ça rend violent les gens violents. Moi, ça m'endort. Et c'est vrai qu'il y a un problème avec la diffusion de l'alcool et l'absence de politique de prévention, mais c'est un désinhibiteur, pas un facteur créateur de violence. Et le dernier mot, c'est promis, c'est que la semaine dernière, nous voulions aller à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Nous voulions aussi aller à Mayotte. Et puis, les problèmes de transport aérien nous ont empêchés de le faire. Et quand nous sommes allés à la Martinique, nous voulions aller en Guadeloupe et en Guyane, et pour les mêmes raisons, on n'a pas pu. Donc, il faudra que la Civise aille faire des réunions publiques pour les victimes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Cayenne,
partout en France. Et pour ça, il faut qu'elle continue après la fin de l'année 2020. On a reçu 25 000 témoignages en 2 ans, il y a 5,5 millions de victimes. Et cet espace de parole ne peut pas se fermer. Et pour l'instant, j'ai l'impression que là-haut, on n'a pas très envie de laisser la CIVIS continuer son travail. Alors, je compte sur votre mobilisation. Je vous demande de vous mobiliser pour que cette parenthèse ne se referme pas, parce que témoignage après témoignage, on gagne du terrain sur le délit. Et on a besoin de vous. Merci. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels à soutenir la prévention. J'entends bien le message. Merci. Vous avez parlé de Mayotte, et ben, de mieux pour parler de Mayotte, une association locale, donc la directrice de l'association du CIDFF de Mayotte, il fait un témoignage de son travail sur place. La qualité du son est ce qu'elle est. On a pu faire un petit montage vidéo, parce qu'on a dû réduire pour avoir un peu de temps, mais voilà, vous aurez, j'espère, une présentation assez audible et compréhensible de ce beau travail réalisé là-bas. Bonjour, là on va mettre l'équipe du CIDFF de Mayotte. Notre activité se trouve dans la commune de Saint-Laurent, dans la Champagne, au nord du territoire. Nous, on a une salle informatique, on a une salle de mondiale, mais aussi un service de la parentalité. Nous avons un médecin pour 4 postes pour soutenir la parentalité et la vie familiale et de suivre, recevoir, servir sa discrétion. C'est pas le l'équipe de et je vois on est arrivé à sortir bien sûr dans le pôle social, c'est là où on fait les premiers appels et la on a un petit peu la lutte contre les violences. La lutte contre les violences c'est l'exemple, c'est vraiment un équilibre, on est permanent dans le on est sur les problèmes de vie auprès des jeunes, pour les récemment, fait des volontaires pour il y a aussi les parents, donc les parents des jeunes sont là, pour les violences, c'est rare qu'on parle de violence. Il faut aller qualifier accueillir partout, de sensibilisation. Il y a toujours un tabou qui met de l'ombre à la parole libérée et les justement parce que quand on les accompagne, et puis dans le cas de ces ateliers, on va avoir ces jeunes qui vont beaucoup parler des violences, qui vont en parler. Et malheureusement, on a vu qu'il y a beaucoup de vulnérabilité, de contraintes et de confusion entre la mobilité. Aujourd'hui, on parle d'un temps de femmes, et de femmes, pas les comportements les comportements libres, les comportements c'est plus, on a des situations justement c'est la question qu'on a dit. Qu'est-ce que je peux prendre aux hommes qui sont justement ils doivent poser des questions de la et chaque intervention, on va identifier des victimes individuelles, des victimes sexuelles, des femmes victimes de viols conjugales, parce qu'il y a des victimes des voix qui ne sont pas victimes, il y a des victimes qui vont mélanger le moyen de l'évolution. Donc, justement, les chats avec en avance, c'est une solution que d'avoir assez d'éducation qui va conseiller. En fait, c'est la femme qui monte du Nord, c'est la femme qui, oui, elle doit se faire. On a encore ce mouvement qui dit qu'aujourd'hui, si mon corps est bloqué, c'est pas vrai, mais mon corps est bloqué, et je suis vrai, c'est pareil, je suis en fait dans le jeu, manque encore dans le discours. Et là, la sexualité, la sexualité de la femme, je ne sais pas si les enfants de et de prendre en ligne dans les liaisons là, donc, on va remonter le travail qu'on a fait au sein des établissements scolaires. Ici, on a le viol qui revient. Ils sont tout le temps viol, le manche
changé la loi, parce que les gens ne savaient pas comment on faisait. Donc, il a écrit, donc, encore, il m'a écrit un mot que je voulais qu'on comprenne. Donc là, on a ici encore le modèle de tel maudit. Il est tellement c'est tellement dit. C'est l'arrêt comme ça qui s'est fait pour la fin de la vidéo. Mais on peut ne pas faire de sensibilisation. Il faut faire des sensibilisations sur ces questions de viol. C'était important de porter le message direct des associations elles-mêmes. C'est un peu court. Si vous voulez, je vous enverrai la longue vidéo. Mais vous avez vu que la qualité du son est un peu... Parce qu'il y a des ateliers de la parentalité qui sont derrière, en fait, pour vous donner des explications. Voilà. Donc, c'était un bref aperçu. On commence à être pris dans ces mots, et notamment sur les ateliers qu'elle mène avec les élèves, en fait, les élèves des établissements scolaires. Et voici les retours que je disais tout à l'heure, M. Durand, des élèves sur ces questions-là. Le mot viol réapparaît, que ce soit en langue française ou comme vous disiez, en une langue qui est la leur. Alors, je ne saurais pas vous dire Zingaliwa, voilà. Ok, ça veut dire forcé. Merci pour la traduction. Je vous propose de vous donner un aperçu pour continuer et partir sur une autre zone, notamment la zone de l'océan Atlantique, sur lequel on va porter un focus, celui de la Martinique. Exactement, on garde la même structure tout du long. Ce qui est intéressant de voir, 80% de la population parle français. On a pu réaliser 27 chats avec les jeunes de Martinique. C'est important parce qu'on n'a pas fait de communication spécifique encore dans les Outre-mer. Et malgré l'absence de communication, il y a des personnes qui viennent sur le chat alors qu'ils ne sont pas forcément au courant qu'il existe. On a une forte population jeune comme partout, un bon accès à Internet et au téléphone. Et là encore, la géographie a un enjeu de forte centralisation des structures et des dispositifs d'aide autour de Fort-de-France. Là, on passe rapidement, par exemple, les autres zones, les autres territoires de la zone océan Atlantique. Tout est détaillé dans la synthèse du rapport. Sur la Martinique, on a pu contacter 4 structures, dont Cap Caraïbes qui est spécialisé sur les enjeux LGBTQIA+. Ce qu'on a pu remarquer, donc, comme je vous disais, l'enjeu de l'accessibilité aux ressources et aux structures sur le territoire qui est difficile pour les victimes. Je voulais un témoignage donc, de l'Observatoire des violences faites aux femmes de Martinique. Nos structures d'accueil sont très centralisées sur Fort-de-France, entraînant des difficultés d'accès à une prise en charge adaptée, notamment liées à des difficultés de transport, à la fois pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons techniques et matérielles d'organisation. Nous essayons de travailler sur une décentralisation de ces structures au niveau local, mais ce n'est pas simple car on tombe sur le problème de la confidentialité dans les petites communes, mais c'est en cours de travail à notre niveau. Et là, c'est vraiment que c'est quelque chose qui revient systématiquement lorsqu'on analyse chaque territoire ultramarin. Ce qu'on voulait vous montrer également, la prégnance de la religion. Donc ça s'exprime sous plein de formes, quel que soit le territoire, mais ce qui est important, c'est de quand même prendre en compte la façon particulière dont ça peut s'exprimer ici en Martinique. Ici, un témoignage de l'association Cap Caraïbes. Pour beaucoup de Martiniquais, les références sont d'abord religieuses et pas forcément citoyennes, législatives et républicaines. C'est un autre souci encore qu'il faut traiter à travers l'information sur les droits. Donc, ça laisse avoir aussi les approches spécifiques à avoir sur ce territoire. Et ceci s'illustre par, là encore, un extrait de chat qu'on a eu d'une personne victime originaire de Martinique. Je ne sais plus quoi penser de tout ça. Pour ma famille, aller voir quelqu'un, c'est être faible. Je ne peux pas leur dire. Pour eux, la seule personne qui peut nous aider, c'est Dieu. Ce qu'on nous a fait remonter également, c'est une culture du secret qu'on nous a explicitement notifiée comme plus qu'ailleurs, liée à l'insularité. Donc ça, c'est une citation de l'association Culture Égalité, qui agit aussi beaucoup auprès des jeunes en Martinique. Et donc, du coup, c'est aussi lié à l'étroitesse des territoires, à l'interconnaissance et à des enjeux aussi de grandes familles, de réputation, etc., qui viennent impacter la possibilité pour les victimes de témoigner des violences qu'elles peuvent vivre.
C'est intéressant aussi, l'Observatoire des violences de Martinique nous a fait remonter aussi le fait que, par exemple, le mouvement MeToo, là encore à cause des enjeux d'interconnaissance et d'insularité, n'a pas du tout pris comme ça a pu prendre ici en Hexagone. Donc, c'est très important aussi. Ici, on parle beaucoup à Paris d'un avant et d'un après MeToo. En fait, c'est pas universel et c'est pas le cas partout en France. Ce qu'on nous a dit, c'est très lié au fait qu'on soit une île, donc l'interconnaissance est hyper élevée. Il n'y a pas eu sur notre territoire cette libération de la parole dont on parle au niveau national. Par contre, MeToo Inceste a un peu plus fonctionné ici. Et ce qui serait intéressant, c'est de rien de partir, mais c'est de voir aussi comment on peut lier à toutes les actions de la CIVIC et de la présence aussi sur les territoires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'impact positif du Grenelle contre les violences. Donc, pour vous dire un petit peu, ce qu'on nous a remonté, c'est que ça a permis de faire exister la question non seulement au niveau médiatique, mais aussi donc au niveau des institutions et des partenaires, des collectivités régionales et des pouvoirs publics. Le Grenelle a eu un impact positif en termes d'hébergement. Tu disais tout à l'heure, Anne-Cécile, le nombre de places d'urgence d'hébergement a triplé, passant de 7 à 21 depuis le Grenelle. Et on nous a témoigné aussi tout le travail de formation des gendarmes qui facilite beaucoup le dépôt de plainte sur place. Après, bien sûr, ça reste insuffisant vu l'ampleur des besoins, mais c'est intéressant de voir que ce qui est proposé fonctionne. Si on en vient à notre analyse sous les 3 axes thématiques du rapport numérique jeune LGBTQIA+, et comment est-ce que le chat commencem.fr peut venir répondre à l'enjeu des violences, le numérique, là encore, permet cette accessibilité, donc de dépasser la centralisation des structures en une seule zone à Fort-de-France et permettrait aussi d'accompagner le mouvement qui a déjà été mis en place par les associations de se digitaliser. C'est vrai qu'on l'a ressenti en Hexagone aussi. Le Covid a fait qu'on a dû se tourner beaucoup plus vers le numérique et on nous a témoigné que beaucoup d'associations avaient commencé à utiliser de façon un petit peu au pied levé des outils écrits comme Messenger ou WhatsApp. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment est-ce que le chat peut accompagner aussi cette digitalisation de l'écoute. Et ce qu'on tenait à souligner aussi, c'est que grâce au travail qu'on a fait avec la Fédération nationale Solidarité Femmes pendant le confinement, elles ont pu mobiliser beaucoup d'associations pour venir nous appuyer à la réponse au chat parce que du jour au lendemain, on a quadruplé les horaires d'écoute du chat. Et l'Union des femmes de Martinique a pu répondre au chat. Donc, il y a eu 2 salariés sur place qui ont été formés à la réponse au chat et qui, pendant 2 mois, ont pu accompagner les victimes. Donc, ça a été un travail de partenariat extrêmement important, extrêmement intéressant. Et cette même association qui a utilisé justement, qui a eu recours au Messenger, le WhatsApp, à la discussion avec lui. On voit bien l'effet aussi que ça a pu produire probablement en miroir. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que ça amène directement à l'enjeu des jeunes. C'est qu'elles nous ont témoigné que c'était difficile pour elles d'orienter des jeunes sur le territoire. Et donc, du coup, le chat permettrait de proposer un accompagnement plus spécifique, là encore, et permettrait de venir aussi compléter les interventions scolaires. On en parle, la prévention est un enjeu essentiel. Et on voit que les associations ont envie d'en faire, ont besoin d'en faire. Parfois, les établissements sont un petit peu récalcitrants encore aujourd'hui. Mais ce qui est le principal problème, c'est vraiment le manque de moyens, parce qu'on le sait, la prévention, c'est un impact qui est long terme, qui est moins visible, et donc du coup, qui est moins financé aujourd'hui. Au niveau des enjeux LGBTQIA+, il existe l'association Cap Caraïbes spécialisée sur la question, qui depuis ces dernières années a vu son nombre d'adhésions tripler, donc ça montre l'ampleur que prend la question et sa réponse associative, mais on nous a témoigné qu'elle dérangeait de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui travaillent dans des associations LGBTQIA+, ont fait remonter le fait que c'est très difficile de trouver des bénévoles et c'est très difficile donc d'être identifié comme appartenant à une structure LGBTQIA+, et que la plupart des personnes qui étaient en fait des personnes qui avaient passé un temps en hexagone parce que sur place, les tabous restent encore prégnants, comme partout ailleurs. Et pour l'illustrer par une citation de partenaire, là c'est l'Observatoire de Martinique qui témoigne. Nos campagnes se faisaient généralement sur la place publique, mais également dans les médias traditionnels. Et on se rendait bien compte qu'il y avait une tranche de la population qui n'était pas assez touchée, justement celle des jeunes, qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux et sur Internet.
nos moyens de communication pourraient être utilisés pour faire connaître ce dispositif. Je pense que ça marcherait très bien. Les jeunes sont extrêmement connectés. Je pense que le projet est très, très intéressant. Il répondrait à l'angle mort des jeunes et à la centralisation de la prise en charge sur le territoire. Et là, on a une petite vidéo de témoignage de l'Observatoire, juste ici. Bonjour, évidemment, je suis coordinatrice de l'Observatoire territorial des financeurs de Panama. Bonjour. Est un dispositif qui a été créé le 29 novembre 2018, porté par l'association l'association est livrée par la demande de la UNICEF avec l'exemplarité et une femme de la masculinité. Nous sommes venus de l'enquête de l'Observatoire et nous avons trois missions: observer et analyser les transferts par le territoire, analyser les partenariats et utiliser et informer les politiques. Effectivement, il s'agit de particulièrement manquant, qui va mener jusqu'à plutôt notamment pour c'est que le produit très tôt, des relations amoureuses, chez Twitter, que les millions de produits créés par les sexuels, que l'organisme a c'est la fin par dans toutes les sciences de la vie. Néanmoins, les projets de jeunes sont pour dans les visites qui sont introduites par Pour toutes ces raisons, nous avons été très, très enthousiasmés par le projet d'extension du chat en cet outil nous paraît avoir très bien très utile pour venir compléter les dispositifs qui existent déjà sur le territoire et en particulier pour les plus jeunes. Nous vous remercions beaucoup pour la qualité du travail collaboratif, pour la confiance que vous avez accordée ici. Nous sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir être parmi nous pour le lancement de cet événement. Et bon, le mécanisme, c'est tout ça, des contrats des territoires européens. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour la suite. Merci. Au revoir. Bon, pour avancer un petit peu plus vite, on voulait donner un focus sur un deuxième territoire qui est Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que historiquement, c'est le premier territoire qui nous a contacté par une dame qui travaillait dans une structure qui n'existe plus. Donc, elle s'est dit qu'elle avait un peu besoin d'aide et voir comment on pouvait fonctionner ensemble de manière coopérative avec toutes les spécificités que suppose un territoire qui a 6 000 habitants à peu près, où c'est très difficile de mettre des dispositifs en place, sachant que le juge connaît le policier, qui connaît elle-même le travail social, donc c'est très, très, très complexe. Néanmoins, on passera un peu vite, vous aurez des éléments dans le rapport pour aller voyager vers une autre zone, et celle de l'océan Pacifique, sur lequel nous allons porter le focus sur la Nouvelle-Calédonie et les quelques nombreux apprentissages qu'on a pu avoir. Voilà. Tout à fait, merci Thomas. On accélère et tout est détaillé dans la synthèse. Donc, ce qui est intéressant de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'elle est divisée en 3 provinces distinctes. Et là aussi, on voit un fort inéquilibre sur la dotation en structure qui sont principalement toutes sur la province sud. Et ce qu'on voit aussi qui est intéressant, c'est 28 langues autochtones kanak. Et c'est ça qui est l'une des grandes particularités du territoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'elle concentre 2 approches au droit
sur le même territoire, à savoir le droit commun et le droit coutumier. Le droit coutumier est spécifique parce que c'est un droit qui est oral, qui n'a pas de trace écrite et qui se fait aussi parfois à l'appréciation des leaders coutumiers. Et donc, du coup, ça vient rajouter un niveau de complexité. Historiquement, tout ce qui était des enjeux de la famille est jugé par le droit coutumier. Donc, l'enjeu des violences également. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être tout ce qui est leader religieux, leader coutumier, etc., peuvent être vraiment des vrais acteurs et actrices du changement. Et ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler pour s'assurer que c'est des personnes et des voix qui sont entendues et qui ont une place à la table des discussions. Je vous cite notamment un extrait du CE, justement. Ainsi, dans les territoires où les coutumes et traditions fondent historiquement les relations sociales, un travail de déconstruction des stéréotypes est engagé, impliquant positivement les chefs coutumiers. La démarche entreprise par l'association Fait Juridique Canax dans les îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie doit être saluée. Donc, c'est là où on voit aussi l'importance des facteurs d'impact positif. La disparité, on en a parlé, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout. Et ça permet, comme on le disait tout à l'heure avec le but de la CIVID à La Réunion, ça pousse les associations à développer des stratégies d'aller vers, là encore, sur du physique. Depuis le premier Grenelle, il y a un petit bus qui s'appelle Aller vers, qui a été confié à la Croix-Rouge et qui sillonne les communes du territoire pour développer des actions de prévention contre les violences conjugales. On voit aussi qu'il y a des tentatives de systématisation, d'intervention, de prévention sur le territoire. Pour autant, très peu d'établissements s'en saisissent. Le CIDFE témoignait qu'il y avait seulement une quinzaine de classes qui étaient impliquées sur le projet aujourd'hui sur le territoire, alors que de tête, il y a plus de 1200 classes d'école primaire. Et à l'époque, il y a quelques années, il y avait une intervention de santé sexuelle et affective au lycée et au collège, et par manque de financement, aujourd'hui, elle a lieu uniquement au lycée. Si on rezoome sur nos 3 axes thématiques pour la réponse du chat commentaire.fr à ces enjeux spécifiques, sur le numérique, il y a l'enjeu de réunifier digitalement les provinces et permet aussi de contacter tout ce qui va être au niveau des jeunes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des structures qui ont lancé une ligne téléphonique qui s'appelle SOS Écoute, qui commence à être de plus en plus reconnue et appelée par les personnes isolées. Ce qui serait pertinent, c'est de poursuivre cette réflexion autour de l'écoute et de voir comment elle pourrait avoir un plan numérique, d'autant plus que la province sud du territoire a pour projet de lancer un chatbot de première écoute pour les jeunes, mais comme on l'a rappelé tout à l'heure, on voit vraiment l'impact d'avoir une réponse qui est répondue par des professionnels formés, experts, et pas seulement un chatbot de redirection. Et du coup, là encore, le renforcement des structures LGBTQIA+. Il existe une association LGBTQIA+, locale qui s'appelle Diversité de Nouvelle-Calédonie, et récemment, elle n'a plus de salariés parce que là encore, faute de financement, son seul directeur a dû repasser les pénuries. Pour témoigner enfin d'un partenaire, la parole d'un partenaire, donc c'est l'association Le Relais qui accompagne les femmes victimes de violences en Nouvelle-Calédonie, qui nous témoigne. Je pense qu'un chat serait très pertinent, le fait d'avoir des personnes qui n'osent pas venir dans les structures, car la Nouvelle-Calédonie est petite, tout le monde se connaît, ça permettrait d'avoir cette distanciation, de ne pas avoir la personne en face, ce qui peut être gênant parfois, car c'est la famille d'un tel, il va savoir que. Je me dis que le chat, c'est intéressant, c'est une autre possibilité ouverte pour certaines victimes qui n'osent pas appeler peut-être. Allez, on va prendre 5 minutes pour parler un petit peu des apprentissages et projections, parce que tout à l'heure, on dit mais le chat, c'est génial. Ça ne s'est pas fait comme ça, si facilement. Au final, on s'est rendu compte qu'il y a la phase émergée de l'iceberg où les structures vous racontent, vous disent, voilà, c'est comme ça que faudrait faire, voici les recommandations. Et puis nous, on s'est dit que c'était intéressant d'analyser notre pratique d'entretien, d'avoir une approche un peu plus presque d'aller chercher la subjectivité, l'objectivité de la subjectivité des entretiens et d'aller voir la phase immergée de l'iceberg. Et la phase immergée, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, d'un seul coup, ces entretiens sont devenus des espaces de confidence, des espaces de revendication, des espaces de recommandation, certes, mais des espaces où, en fait, d'un seul coup, on était face à nos propres apprentissages pour essayer de régler cette mesure de l'horizontalité.
Et pour ça, on voulait donner 4-5 éléments qui nous permettent d'envisager un travail futur au regard des apprentissages et des projections auxquelles on a dû faire face. Et donc, on est fiers aussi d'avoir appris, tout simplement. On commencerait par le poids des mots, qui a une importance capitale. On ne dit pas, par exemple, métropole et Drôme. Maintenant, on dit plutôt Hexagone et territoire d'outre-mer. On a renommé le projet entre quand il a été écrit il y a 3 ans et aujourd'hui parce que c'est des choses qu'on a aussi appris en faisant. exactement. La structure du projet doit prendre en compte la déconstruction des représentations. Alors ça, dans le rapport à l'altérité, on est toujours face à qui est l'autre. Comment va-t-il nous connaître, nous reconnaître, nous identifier? Et donc, ça demande d'avoir une certaine vigilance, un principe de précaution auquel on a dû aussi faire face. On en parlait aussi, les rapports de pouvoir existent et il faut y être attentif et vigilant. Nous, on a voulu avoir une approche la plus horizontale possible d'association à association et on a aussi pensé le projet pour un relais local. C'est littéralement le but aussi de cette synthèse, d'aller comprendre, d'aller chercher l'expertise des personnes qui savent mieux pour que nous aussi, on puisse mieux faire et faire mieux. Et donc, du coup, typiquement sur le projet, pour la suite, il est prévu une antenne qui soit locale et pas dans notre bureau ici, et de passer, par exemple, par des personnes consultantes directement sur les territoires qui pourraient avoir l'expertise que nécessite le projet. Intégrer les contraintes logistiques pour être connecté sans bonne connexion. Bon, ça, vous aurez compris le petit jeu de mots. Mais effectivement, les contraintes logistiques, c'est... On parle après du décalage horaire, mais c'est savoir s'outiller, penser à comment on peut imaginer de la transmission, comment on peut faire corps ensemble quand on pense équipe, alors que ça se fait à distance, comment on anime un réseau. Je sais qu'il y a Marie de la FNSF qui travaille sur l'animation de réseau. Tout ça, ça nous a fait face, ça nous a mis face à certaines contraintes qu'il faut prendre en compte. Tout simplement, même, je repense au contrat de travail, quand vous avez des décalages horaires, et qu'en fait, vous avez une personne qui travaille dessus, qui est en 35 heures et qui commence à 9 heures et finit à 17 heures, alors que le rendez-vous se fait à 7 heures du matin. Tout simplement, c'est des principes d'anticipation qui doivent être aussi marqués et ancrés dans la culture de l'association pour pouvoir bien œuvrer à travailler en commun. Le décalage horaire, une évidence qui paraît tellement évidente que comment on fait tout à distance, et à chaque fois, on s'est posé la question, on se pose encore la question, quels sont nos buts? Internet est un super outil pour ça, mais il n'y a pas que ça, il y a des vidéos, il y a des manières de transmettre des documents, d'aller chercher aussi à comment on fait de la confidentialité en respectant les données. Enfin, il y a beaucoup de travaux là-dessus qui nous ont mis en réflexion. Et la prochaine fois, on fera une restitution à 2 heures du matin pour nos amis de Nouvelle-Calédonie. Et le rapport à la confiance, un point à créer. Je te laisse dire quelque chose là-dessus parce que pour nous, c'était important de se rendre compte que d'être dans un contexte d'association à association, ça a marqué de façon très précise parce qu'il y a une relation aux institutions qui est assez délicate. Tout à fait. On avait peut-être anticipé un petit rapport de méfiance quand nous, potentiellement perçus comme la grosse asso parisienne, on avait pu contacter des structures locales et pour autant, nos échanges se sont extrêmement bien passés. On a vu qu'on a été accueillis avec beaucoup d'enthousiasme, presque un peu de reconnaissance et de fierté, d'expertise qui a l'air d'être du coup peu valorisée et aussi presque de soulagement, de sentir qu'il y a un relais qui se fait, qu'il y a des ponts qui se créent entre l'Hexagone et les territoires d'outre-mer. Donc, les rapports ont été extrêmement de confiance. Et là où on a senti plutôt de méfiance, et c'est ça qui nous a surpris aussi, c'est que là, vous voyez que ces témoignages, c'est des témoignages d'associations. On est allé leur demander si on pouvait les citer, et beaucoup d'associations n'ont pas voulu être citées. Peut-être par peur d'impact de ce que leurs propos pouvaient avoir sur les institutions, les financements, etc. Donc, on sent qu'il y a un vrai enjeu aussi et que les associations peuvent peut-être faciliter aussi les rapports de confiance pour les institutions, un petit peu en rôle d'éclaireur, d'aller aussi faciliter le lien et là encore faire des coups. Et l'interconnaissance ne se fait pas qu'entre les victimes et les agresseurs, c'est aussi entre les directions des associations et les financeurs, par exemple. Je vous laisse imaginer les enjeux qui peuvent y avoir derrière tout cela. Et la dernière chose, la question des bonnes pratiques comme espace de soins et de confidence, pour nous, c'est en avant tout, il y a toujours une approche de soins dans sa logique de travail, c'est-à-dire par l'encadrement des collègues qui travaillent sur le chat, par l'encadrement des collègues qui travaillent sur la prévention, par l'encadrement de nous-mêmes d'ailleurs.
Et au final, cette relation de dialogue entre les associations et nos structures a révélé et réveillé aussi des envies de dire qu'on ne soupçonnait pas initialement. Et je trouve que c'est beau de finir là-dessus. Je te laisse la parole, c'est toi qui as fait les. Oui, c'est vrai que du coup, on précisait toujours, comme c'est du témoignage, que c'était anonyme et que tout ce qui se passait sur le Zoom restait sur le Zoom. Et qu'au final, ça a été des espaces où là où on voulait poser des questions et avoir des informations sur comment ça se passe les violences en Martinique ou autres territoires. On a eu aussi beaucoup des témoignages de professionnels épuisés au bord du burn-out, en manque de reconnaissance. Et donc, du coup, c'est devenu des espaces voilà, presque de soins où on pouvait être à l'écoute, comprendre. Et c'était primordial dans notre relation avec cette structure. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait prendre un moment pour saluer le travail monstre qui est fait par tous ces professionnels, toutes ces professionnelles, toutes ces structures qui doivent souvent faire face à énormément de besoins avec très peu de moyens. Et donc, du coup, on voulait aussi souligner voilà, leur expertise, leur résilience, leur débrouillardise d'arriver à faire beaucoup avec ça. Il faut les applaudir, s'il vous plaît. Et pour finir, on va conclure, et on aura respecté le timing. Voilà, pour nous, c'est une évidence d'insister sur les spécificités territoriales. On a parlé de carte d'identité, de fiche moteur, je ne sais pas si c'est le bon terme, chacune donnera sa propre définition, son vocabulaire là-dessus, mais les spécificités, c'est ce qui définit souvent. Et donc, elles sont à prendre en compte. Elles sont aussi en mouvement. Et il faut considérer ce qu'est l'histoire, mais il faut aussi considérer le présent et l'avenir. On voulait mettre en lumière et valoriser le travail immense fait par les structures locales. On vient de le faire. Merci pour ta façon de l'avoir présenté comme ça. Confirmer la pertinence de l'outil de l'écoute à l'écrit d'en avant tout pour ces territoires où on pense que c'est un outil qui mérite d'avoir sa place là-bas avec les consultantes répondantes locales en renfort des structures déjà existantes. On n'a pas le meilleur moyen de le réaliser parce qu'on le pensera avec les structures, mais on sait qu'on va aller vers ce chemin-là. On remercie les fondations qui nous ont soutenus là-dessus parce qu'elles ne nous ont pas soutenus sur 1 an, elles nous ont soutenus sur 3 ans en vue de ces perspectives d'établir possiblement des antennes locales. On n'est pas que sur un travail d'enquête, on est sur un travail on parle de méthodologie et d'apprentissage. Et penser la suite, donc c'est la mise en place aussi, on s'est dit qu'il fallait adapter, on voyait qu'il y avait énormément de questions autour de la langue. Pour nous, à la hauteur de nos moyens, on sait qu'on peut travailler sur des langages non verbal à travers la création de pictogrammes comme le fait le 114. Et on est en train d'imaginer version en avant tout, ça se travaille. La question des vocaux sur le chat, on en parle depuis longtemps, mais on est en train de le mettre en place également. Parce que tout ça, ce sont des outils qui vont permettre une adaptation et au code de langage des jeunes, simplement pouvoir envoyer un vocal et pouvoir répondre à l'écrit, ou l'inverse, répondre à l'écrit aussi, à droite. Et la dernière chose, c'est un peu l'ouverture, c'est que le service de chat, comme on le connaît, l'écoute à l'écrit, avec cette redirection nationale, aujourd'hui, c'est aussi une étape. On s'est rendu compte que les besoins se faisaient peut-être ailleurs, et pour lutter contre les ruptures géographiques, pour lutter contre les problèmes parfois de rupture aussi territoriale en France, il y avait peut-être une façon de considérer la prise en charge, et on a imaginé, on est en train de travailler, on est en train de créer un outil pour ça, la création d'un service dématérialisé d'accompagnement à distance. Et donc, il pourrait être pris en relais aussi avec des professionnels sur place, et quand les professionnels sur place ne sont pas disponibles, avec bien évidemment les professionnels de nos services. Et tout ça, ce sont que des perspectives d'avenir sur lesquelles on voulait donner le mot de la fin et vous remercier pour votre patience, votre écoute et votre générosité. Merci d'avoir été là. On est dans la politique. Deux minutes pour les questions ou des réactions, des témoignages. Au micro, comme ça, on enregistre. Bonjour, Marion Cheffer de la Fondation Chanel. Déjà, un immense merci pour ce travail et cette présentation qui est passionnante. J'ai hâte de voir tout le rapport. Très rapidement, même si Thomas en a déjà un peu parlé, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Et aussi, entre structures apprenantes, nous, on est aussi en train d'apprendre sur les territoires contre les autres. Quels seraient les territoires sur lesquels il y a vraiment une urgence à intervenir en tant que population, en tant qu'accompagnement des associations?
C'est un principe éthique qui est compliqué là. En fait, tous les territoires ont besoin. Je crois que c'est ce qu'on précise aujourd'hui, des besoins précis, des besoins spécifiques. Maintenant, si on devait faire j'ai pas du tout envie de lancer le dé du hasard et de dire c'est plus celui-ci que celui-là. Ça dépend un petit peu les axes et les perspectives que vous voulez donner. C'est-à-dire que il y a des structures, si c'est sur le public des personnes LGBTQIA+, peut-être que c'est un nombre de l'attaque sur lequel il faut plus travailler quand on sait qu'il y a un local qui a été brûlé par le planning familial, sur le planning familial. On peut se dire peut-être que ça peut être une volonté de votre part de soutenir la communauté sur l'île. Moi, je ne peux pas donner de réponse définitive. Ce qu'on s'est dit, c'est que le rapport nous permet d'avoir un angle de vue qui doit être traduit ensemble. Je pense que c'est pour ça qu'on a invité les partenaires politiques aujourd'hui, on a invité les financeurs, on a invité les partenaires institutionnels qui connaissent la question pour pouvoir se dire ensemble quelle serait la meilleure décision à prendre. C'est une difficile question. Et aussi, le but de cette synthèse, c'est qu'elle serve, enfin, qu'elle aide à y répondre. Et nous, on se met aussi à disposition des personnes souhaitant apprendre, peut-être en termes de partenaires politiques, de partenaires financiers. Typiquement, c'est pour ça que c'est important d'être très spécifique. Les besoins, peut-être, on va dire, à l'emporte-pièce les plus élevés, à Mayotte, en Guyane, mais pour autant, c'est aussi des endroits où les institutions sont plus fragiles. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que le projet puisse tenir, soit pérenne, qu'il y ait des partenaires locaux qui puissent en prendre le relais, etc. On l'a vu, la Martinique, un réseau d'associations très dynamique, plein de possibilités de faire des choses avec beaucoup d'impact. En fait, il y a autant de façons de faire que de territoires, et ce qui est important, c'est aussi de penser collectivement une approche globale pour que chaque territoire puisse avoir les projets dont il a besoin en fonction de ses spécificités. Et donc là, pour la suite, c'est que nous aussi, on va réfléchir à où est-ce qu'on fait l'antenne et comment est-ce qu'on fait l'antenne. C'est le principe de l'universel proportionné. Il y a un besoin général, mais la proportion doit être considérée au regard des besoins de territoire. Il faut vraiment pouvoir agir à travers cette logique-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que tout le monde a envie de... Vous avez envie d'un croissant. Merci beaucoup. Il y a des personnes. Il y a des personnes en ligne. Ah, il y a des personnes en ligne. Question. Mais elle n'a pas encore posé sa question. Elle a dit j'aimerais intervenir. Alors, on attend, il y a une personne en ligne qui souhaiterait. Peut-être que tu peux ouvrir son micro, Nadia. Alors, attends. Ça demande une petite magnifique. Et c'est aussi qu'on apprend quand on travaille avec les territoires. N'oubliez pas, vous avez une bouteille d'eau. Vous m'entendez? Alors, attendez, je vais augmenter le volume. Allez-y. Oui, vous m'entendez maintenant? Oui. Ça marche très bien. Direct Lépiné, je suis président de l'association Horizon qui est du coup à La Réunion, l'association porteuse du centre LGBT de l'océan Indien. C'est juste pour vous apporter peut-être quelques informations et aussi peut-être demander quelques trucs, sachant que je vous notifie que je vous entends vraiment très mal depuis le début. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu pour suivre, mais il est possible que je vous paraphrase à certains endroits et j'en suis désolé par avance déjà. Donc déjà, j'aimerais... En fait, c'est une chose qui est importante, je pense, hein, c'est de vraiment construire ces outils avec nous parce que nous sommes les plus à même à pouvoir cerner les besoins de nos populations et de nos jeunes aussi. Alors, nous avons à Horizon une problématique historique de bénévolat des jeunes, notamment, parce qu'il y a aussi énormément de travail bénévole, hein, tout ça. Et tous ces jeunes-là, par contre, c'est la majorité de nos suivis. Donc, ce sont ceux qui ont le plus besoin de nous, c'est ceux qui le font le plus appel à nos travailleurs sociaux, etc. Et je pense que franchement, une chose très importante, vraiment qu'il faut garder en tête, parce que je trouve que des fois, en tant que, j'allais dire que pas jeune, on a tendance à vouloir faire sans eux. Il faut d'abord leur demander, parce que généralement, quand on le fait sans eux et qu'ils nous en reparlent par la suite, ils rigolent parce que vraiment, on fait n'importe quoi et on est persuadé d'avoir fait un truc super adapté alors qu'en fait, on est complètement à côté de la plaque. Donc, je pense que c'est très important de faire appel aux principaux concernés déjà. Nous, je dirais qu'à La Réunion, on a eu quand même eu de la chance sur certains aspects.
on en a moins sur d'autres, mais je pense que sur toutes ces luttes-là, l'un des, enfin, je dirais que le dénominateur commun, c'est de travailler sur, alors bon, il y a des choses qui ne s'arrangeront pas si toutes les difficultés qui résultent de l'ère coloniale ne sont pas résolues. Donc ça, nous, petites associations, on peut pas y faire grand-chose. En revanche, sur le volet de la lutte contre les discriminations liées au genre, c'est très important parce qu'on voit bien qu'il y a une corrélation directe entre la misogynie, le sexisme et les discriminations anti-personnes LGBT, etc. Donc, c'est super important de pouvoir bosser là-dessus avant toute chose parce que si, par exemple, on commence à parler de transidentité à quelqu'un qui n'est même pas fichu de comprendre qu'une fille peut être indépendante financièrement, qu'elle peut décider de ne pas avoir d'enfant, on a déjà perdu d'avance. Donc, pour moi, il y a tout enfin, il y a un ensemble de luttes à faire. Et là, c'est plus à titre informatif et peut-être, je ne sais pas quelles associations sont présentes, notamment sur la zone Caraïbe, etc. Mais on avait commencé à prendre contact, enfin, on avait contact avec Cap Caraïbes et Casa Avenir notamment. On parlait un petit peu de nos problématiques et on s'est aperçu quand même que même si nous avons des spécificités locales, il y a quand même beaucoup de points communs, notamment sur la loi du silence, sur le manque d'emploi, sur le fait de ne pas avoir d'anonymat, de devoir s'exiler pour pouvoir acquérir de la confiance, parfois revenir, parfois ne pas pouvoir revenir, la place de la famille, la place de la religion, ce genre de choses, ce sont des choses que nous avons en commun. Et si les gens sont là, je nous appelle à reformer des groupes pour pouvoir en parler, ne serait-ce que de façon trimestrielle, pour voir un petit peu, pour ne pas réinventer le fil à couper le beurre, parce qu'on est déjà peu nombreux. Et si quelqu'un trouve une solution qui ne fonctionne pas trop mal, c'est pas plus mal de pouvoir le transmettre aux collègues, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis désolée, je parle beaucoup. Merci beaucoup. On est vraiment ravis que vous ayez pu nous suivre tant bien que mal et merci pour votre témoignage qui peut être le parfait mot de la fin parce qu'il confirme ce dont on vient de parler pendant un moment. Et effectivement, comme en tant que public concerné, c'est une évidence qu'il faut toujours garder en train de faire. Je vous remercie et il est l'heure pour nous. Donc voilà, je remercie encore une fois la Fédération nationale de solidarité femmes de nous avoir soutenu dans le projet aussi. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et on prend bien note de la possibilité de se concerter par trimestre. C'est ça, une très bonne idée, de partager nos savoirs. Beaucoup de travail. Allez, une bonne journée à vous. Merci beaucoup.